D'abord, je crois qu'il ne faut pas oublier que ça fait déjà 30 ans qu'Israël arraisonne des navires dans les eaux internationales entre Beyrouth et Chypre, assassine des gens, les kidnappe, les enlève pour les mettre en prison en Israël, parfois les prend en otage pendant des dizaines d'années. Donc il y a ces escapades dans les eaux internationales ne sont rien de nouveau. Ça, c'est particulièrement redoutable, certes, parce que c'est lié à un assaut particulièrement sauvage, tout comme le blocus criminel de Gaza, qui a pour objectif de maintenir les gens à un niveau d'existence, de subsistance. Ils n'ont pas mourir en masse, ça serait terrible du point de vue des relations publiques pour Israël, mais on leur permet seulement de survivre et pas de manière décente. Et ces navires ont été capturés dans des eaux internationales, c'est un acte criminel, quels que soient les prétextes qu'ils inventent, et ils ont l'impression qu'aussi longtemps que les États-Unis les soutiennent, ils peuvent faire n'importe quoi. Noam Chomsky, quelle est la critique fondamentale que vous portez à l'État d'Israël? Parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous avez toujours été très, très critique à l'égard de cet État. Tout d'abord, je suis critique des États-Unis par rapport à Israël. Ce que fait Israël, c'est parce que les États-Unis les soutiennent et les appuient depuis 35 ans. Les États-Unis et Israël, de manière unilatérale, ont bloqué la solution politique du conflit Israël-Palestine, alors qu'il y a un consensus international complet sur la manière de résoudre la crise. Les États-Unis ont voté contre les résolutions au sein du Conseil de sécurité, ont voté contre des résolutions de l'Assemblée générale avec Israël et très souvent ont empêché une solution de la crise. Et avec cet appui formidable des États-Unis, Israël a séparé Gaza de la Cisjordanie, ce qui est tout à fait illégal, a imposé un blocus criminel à Gaza pour punir la population d'avoir voté de la mauvaise manière dans une élection libre. C'est exactement ce qui s'est passé. En Cisjordanie, progressivement, Israël accapare les régions qui l'intéressent et chasse ce qui reste de la population dans ce que Sharon a appelé des Bantoustans, lui qui était l'architecte de cette politique. On est en train de mettre en place une maîtrise complète de la région et ça c'est parfaitement illégal de la part d'Israël. Israël d'ailleurs a reconnu en 1997 et de manière très explicite, de manière 67 plutôt, que ces transferts se faisaient contre la loi internationale et ce qu'ils font à Jérusalem est doublement contre la loi internationale parce que ça va contre les résolutions du Conseil de sécurité. Mais ils continuent dans ce sens-là parce que les États-Unis continuent de les appuyer, de participer à leurs exactions et leur permet de poursuivre cela, ce qui a compris l'invasion du Liban, le harcèlement très grave des Palestiniens, empêcher les gens d'aller à l'hôpital, c'est une exaction après l'autre. Et ces exactions se font dans le cadre d'une occupation militaire. Le pays a certes le droit de survivre en tant que pays, mais il n'a pas le droit de se comporter comme un État criminel. Le 16 mai dernier, Noam Chomsky, vous étiez à Amman en Jordanie, vous vouliez entrer en Israël pour donner une conférence dans une université palestinienne à Ramallah et on vous a refusé l'entrée du territoire israélien. Est-ce que vous l'avez compris? Comment l'avez-vous là aussi interprété? Quel motif d'ailleurs a-t-on avancé? Je comprends. Soyons précis. On ne m'a pas empêché d'aller dans Israël, précisément. On m'a empêché d'aller dans les territoires occupés. J'avais été invité par l'université Birzeit, qui est une université palestinienne. J'ai accepté cette invitation, tout comme j'accepte des invitations du Collège de France, par exemple. Vous y étiez d'ailleurs hier. Oui, tout à fait. Je pensais aller à Birzeit, à Ramallah, dans les territoires palestiniens occupés. J'étais avec ma fille, on a été arrêtés à la frontière
par des officiels israéliens. Ils étaient en contact constant avec le ministère de l'Intérieur, contrairement aux prétextes qu'ils ont invoqués par la suite, et ça s'est transformé en incident international. Ce sont des décisions qui ont été prises par le ministère de l'Intérieur à Tel Aviv. Il y avait deux raisons pour cela, qu'ils n'arrêtaient pas de ressasser au cours de l'interrogation. Une raison était qu'ils n'aiment pas ce que je dis sur Israël, bon d'accord, ça veut dire qu'ils sont dans le même camp que de beaucoup d'autres gouvernements à travers le monde qui n'aiment pas beaucoup ce que je dis, donc ça c'est pas très significatif. Mais la principale raison, et ça c'était très clair, c'est qu'ils veulent maîtriser les gens qui sont accueillis par les universités palestiniennes. Et j'ai dit très clairement que ils ont dit très clairement que si j'allais dans une université israélienne et je passais ensuite à Bir Z, ce qui s'est passé dans le passé, j'étais à Israël, j'ai parlé devant des parterres universitaires israéliens et j'ai été aussi à Bir Z et dans les territoires palestiniens. Cette fois-ci, j'allais directement à Bir Z et ça ne leur plaisait pas. Donc, ils disent essentiellement, nous décidons qui peut être invité par les universités palestiniennes. D'ailleurs, j'ajouterai en passant que je n'allais pas parler d'Israël et de Palestine. J'étais invité pour parler des États-Unis, de leur politique étrangère et intérieure. Mais ils veulent maîtriser la situation. C'est une version légère de ce qu'ils font à Gaza, où ils veulent tout contrôler. À Gaza, ils tiennent à imposer un blocus criminel, effectuer des exactions criminelles dans les eaux internationales pour empêcher les gens de forcer le blocus. Ils pensent pouvoir le faire parce qu'ils ont le soutien des États-Unis. Vous avez toujours été particulièrement critique à l'égard de la politique étrangère américaine. Je rappelle que vous êtes américain, on parlera de la politique étrangère américaine après, mais on vous a reproché, notamment pendant la guerre froide, au moment où vous écriviez beaucoup et vous militiez beaucoup contre la guerre au Vietnam, mais aussi contre la politique américaine en Amérique latine, on vous a reproché d'être beaucoup moins critique à l'égard de l'URSS, qui était à l'époque l'ennemi de votre pays, les États-Unis. Et on vous a donc accusé d'ailleurs d'être stalinien à cette époque-là. De la même façon, Noam Chomsky, vous êtes juif et vous avez toujours été particulièrement critique à l'égard de l'État d'Israël, beaucoup plus qu'à l'égard des pays arabes qui l'entourent. D'où vous vient cette sévérité à l'égard de ceux qui vous sont a priori le plus proches? Pourquoi c'est toujours contre eux que vous êtes si sévère? Je comprends que vous croyez ça, parce que c'est précisément ce que la propagande occidentale veut nous faire croire. En fait, en réalité, c'est que j'étais tellement détesté dans l'Union soviétique que l'ensemble de ma discipline universitaire a été anéanti. C'est la seule région du monde où j'étais exclu. Il y a un seul pays où j'ai cherché à pénétrer et où j'étais bloqué avant l'incident de l'autre jour, c'était la Tchécoslovaquie, avant l'invasion soviétique. J'ai essayé de rendre visite à des dissidents qui étaient emprisonnés, on m'en a empêché. Très littéralement, je ne pouvais pas envoyer des articles techniques de linguistique à des gens en Europe de l'Est parce que j'étais considéré comme étant une telle menace qu'on m'en empêchait. Et j'étais très critique, beaucoup plus critique de l'ensemble du système bolchevique au cours de ces années, beaucoup plus critique que des États-Unis. J'étais très critique aussi des dictatures arabes. Mais c'est vrai que je me suis tout d'abord concentré sur l'action des États-Unis et de leurs clients. Et ceci pour des raisons élémentaires éthiques très précises. Les êtres humains sont responsables des conséquences prévisibles de leurs actions. Je ne peux pas beaucoup influer sur l'invasion russe en Tchécoslovaquie, mais je peux influer sur l'invasion américaine du Vietnam ou du Nicaragua. Et c'est là que je vais concentrer mes efforts, de telle manière que vos efforts devraient se concentrer sur ce qui se passe en France. On peut parler des crimes de quelqu'un d'autre, on ne peut pas intervenir, mais dans le cas des crimes de France, vous pouvez intervenir et avoir une influence. Donc pour des raisons morales fondamentales, je me suis d'abord concentré sur les comportements que je peux influencer, c'est-à-dire les États-Unis d'abord. Et ça, on le comprend très bien. Quand on voit les ennemis, on voit ce qu'ils font. Prenez l'Union soviétique. Nous respectons les dissidents soviétiques.
car ils se sont concentrés sur les crimes soviétiques. Ce qu'ils disaient sur la guerre du Vietnam, vous, moi, on s'en fiche un petit peu. Bon, on les soutenait peut-être, mais ce qui nous importait, c'est qu'ils disaient sur leur propre pays. Les commissaires, bien sûr, leur ont dit, mais pourquoi est-ce que vous critiquez l'Union soviétique? Pourquoi ne pas critiquer l'action américaine au Vietnam? Nous méprisons les commissaires pour cette attitude. Et il est très dur pour nous d'adopter les mêmes principes moraux par rapport à nous-mêmes. Mais c'est ce que nous devons faire. Dans un pays libre, nous sommes beaucoup plus responsables de l'action du gouvernement que les soviétiques l'étaient pour l'action de leur pays, parce qu'il n'y avait pas grand-chose qu'ils pouvaient faire à cet égard, dans les conditions épouvantables où ils vivaient. Tandis que nous avons une grande liberté de faire beaucoup de choses. Donc, si on choisit de ne pas accepter cette responsabilité morale fondamentale, nous sommes beaucoup plus coupables que l'étaient les Russes, qui ont été discrets par rapport aux crimes soviétiques. Ça, c'est fondamental. Ce qui est intéressant dans cette culture occidentale, c'est que ces principes ne sont pas bien saisis. Alors justement, on a l'impression, mais vous pouvez me corriger, Noam Chomsky, on a l'impression que votre critique la plus radicale est à l'égard, je dirais, des Blancs, à la fois de l'Occident, les Européens et les Américains, et cela depuis quasiment la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Vous avez d'ailleurs écrit un livre qui s'appelait L'an 501, La conquête continue, 500 ans après la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, la conquête continue. Et la politique étrangère de l'Amérique, pour vous, c'est la guerre, depuis toujours. Vous faites allusion très souvent à cette injustice sauvage des Européens, et vous citez Adam Smith. D'ailleurs, on dirait que pour vous, les Blancs, depuis 500 ans, n'ont qu'une idée, c'est dévaliser le monde. Et le capitalisme, comme la démocratie, serait des armes de propagande pour nous permettre de dévaliser le monde. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est bien la vision que vous continuez d'avoir? Et en ce sens-là, Israël, que vous liez aux États-Unis, serait simplement le poste avancé de l'Occident au Moyen-Orient. Bien sûr, on peut commencer par Adam Smith. C'était un vieux conservateur des Lumières qui avait des valeurs morales. Et donc, il s'est concentré, à juste titre, sur les crimes de l'Angleterre. Il a parlé de cette injustice sauvage des Européens, en pensant surtout aux Britanniques et à l'Inde, parce que c'était ça qui le préoccupait, c'était ça, c'était son pays, il pouvait l'influencer, c'était sa responsabilité, oui. Il a répondu à cette responsabilité fondamentale, je suis d'accord avec lui, je pense qu'il avait raison, et je crois que je dois faire la même chose. Nous devons tous faire la même chose, prendre modèle sur Adam Smith. En ce qui concerne la conquête de l'hémisphère occidental, c'est l'un des très grands crimes de l'humanité dans son histoire. Il y a eu des dizaines de millions de personnes qui vivaient dans des civilisations relativement avancées dans cet hémisphère occidental, qui, au moment de l'invasion occidentale, ont été décimées. Aux États-Unis, par exemple, ils ont pratiquement été exterminés. Ce n'était pas un secret, vous savez. Les pères fondateurs des États-Unis savaient très bien ce qu'ils faisaient. Ils parlaient de la nécessité d'exterminer la population pour leur propre bien. Et c'est ce qu'ils ont fait. Il ne faut pas l'oublier. Actuellement, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, dans les grands journaux intellectuels progressistes, les principales publications, on va jusqu'à nier l'extermination massive qui a eu lieu et on accepte ça comme si c'était un fait acquis. Je trouve ça choquant et ça, il ne faut pas le permettre. Il faut bien se concentrer sur notre propre histoire, ce que nous avons fait. La France doit faire la même chose. Prenons un cas concret. Il y a eu un grand tremblement de terre à Haïti il y a 2-3 mois. 200 ou 300 000 personnes sont mortes. Pourquoi cette catastrophe? Il y a eu des séismes ailleurs. Il y a un certain nombre de raisons et une grande responsabilité appartient aux États-Unis et à la France. Haïti était la colonie française la plus riche. Elle a énormément contribué à la prospérité française. En 1789, au moment de la Révolution, Haïti produisait la plus grande partie du coton mondial, c'est-à-dire le lit même de la révolution industrielle. Je crois que c'était de l'ordre de 70% du sucre et beaucoup d'autres récoltes.
Et la France a détruit le pays, l'a transformé en régime de plantation. Les Haïtiens ont voulu se libérer, ils ont réussi, après une guerre extrêmement brutale, et la France, à ce moment-là, a imposé une indemnité très importante pour ce crime d'avoir voulu saisir la liberté. Ils n'y ont jamais échappé. Au milieu du XIXe siècle, les États-Unis ont pris le relais, ont commencé à les torturer. Ils les ont envahis à plusieurs reprises, ont imposé un système de plantation américain. Et pendant ce processus, qu'est-ce qui s'est passé, entre autres choses? C'est que l'agriculture haïtienne a été détruite. La population haïtienne a été forcée de s'exiler dans des bidonvilles en ville, dans des conditions épouvantables. Et lorsqu'il y a un cataclysme, c'est une catastrophe. Ça pourrait être un ouragan, un séisme. Bien, qui est responsable de tout ça? Les plus responsables, ce sont d'abord vous et moi, c'est-à-dire les nations qui ont créé cette situation au début. Alors on pourrait dire, bah, moi je m'en fiche, oui on peut faire ça, ou alors on peut aussi décider d'être des êtres humains moraux et de se dire nous sommes responsables des conséquences de notre comportement qui ont amené notre prospérité. Une grande partie de la prospérité française vient de l'Haïti, une partie de la prospérité américaine aussi. Lorsqu'il y a un cataclysme, là-bas, nous en sommes responsables et nous devons payer des indemnités pour réparer la situation. Ce n'est qu'un cas. Regardez l'histoire, il y a beaucoup d'autres cas. Par exemple, le Vietnam. Justement, juste après les attentats du 11 septembre 2001, Noam Chomsky, vous avez sorti un livre 2 mois plus tard sur le 11 septembre, un livre d'entretien, un livre qui a eu un succès colossal dans le monde. Il a été traduit dans plus de 20 langues et il s'est vendu à des millions d'exemplaires, au moins dans 30 pays. Livre dans lequel vous disiez évidemment que cet attentat était atroce. Pour les victimes, c'était atroce, mais au fond, que l'Amérique l'avait bien cherché. C'est dans la même idée, finalement, c'était ce que l'Amérique devait s'attendre à ce type d'attentat, parce qu'elle, finalement, elle n'est pas innocente. C'est pas tout à fait ce que j'ai dit. Pardon. C'était un événement épouvantable, un assaut épouvantable, peut-être l'acte criminel le plus important du monde. Et j'ai fait part de la réaction mondiale en dehors de l'Occident. Il y avait une grande sympathie pour les États-Unis à travers le monde pour cette atrocité, mais il y avait un commentaire qu'on ajoutait. Eh bien, c'est comme ça que c'est dans cette situation que nous nous trouvons depuis des centaines d'années. Nous sommes désolés que ça vous arrive à vous, mais nous, ça fait des centaines d'années que ça nous arrive. Et si on est vraiment honnête, si on est capable d'être sincère, il faut reconnaître quelque chose dont je n'ai même pas parlé dans ce livre. Prenez le 11 septembre. En Amérique latine, on parle du deuxième 11 septembre, parce qu'il y a eu un autre 11 septembre. Le 11 septembre 1973 au Chili. Et si on était vraiment sincère, on reconnaîtrait que c'était encore pire que l'américain. C'était le coup d'État de Pinochet contre Allende. Réfléchissez à ce qui s'est passé. Supposons que lors du 11 septembre américain, Al-Qaïda avait réussi à bombarder la Maison-Blanche, assassiner le président, imposer une dictature militaire, assassiner des milliers de gens, torturer des dizaines de milliers, avait réussi à mettre sur pied un centre terroriste international qui effectuerait des exactions, des assassinats à travers le monde, en installant des dictatures, des gouvernements pantins. Ça aurait été pire que le 11 septembre. Et ça, je ne l'invente pas. C'est ce qui s'est passé précisément le 11 septembre 1973. Mais nous n'arrivons pas à faire face aux conséquences de nos comportements. C'est plus facile de dire que ça ne s'est pas passé, mais le reste du monde ne voit pas de cette manière. Il faut avoir la sincérité de voir le monde comme il est, y compris nos propres comportements. Dans ce livre, en fait, je n'ai pas parlé de ça parce que je me rendais compte que ce niveau de sincérité dépasse tellement ce que la culture occidentale peut accepter que ça valait la peine de le dire, les gens n'accepteraient pas. Mais quand on y réfléchit, c'est une bonne comparaison.